Bonjour. J'ai le plaisir de présenter le prochain orateur, Guillaume Motier, avec qui je travaille, qui est chercheur à l'Institut des neurosciences de la Timone. Et dans son travail, il essaie de comprendre ou de décrire comment le cerveau se forme chez les humains et aussi chez les sujets qui ont des pathologies, notamment des pathologies neurodéveloppementales. Et pour ce faire, eh ben, le cerveau, ça commence à se former très tôt, et notamment chez le fœtus. Et de nos jours, on a la possibilité de faire de l'IRM chez le fœtus. Et donc, il va vous expliquer comment on fait ça, qu'est-ce que ça pose comme question, et potentiellement, quelles sont les applications ultérieures. Bonjour à tous. Merci Andrea. Donc, par rapport à la présentation de Jean Pelletier, je suis du côté de ceux qui font les dessins moi, sur les IRM et je vais essayer de vous expliquer pourquoi mettre des couleurs sur les IRM, c'est important. Et donc, je commence par cette slide-là qui permet pour tout le monde de se rendre compte de la quantité de personnes qui sont impliquées dans le genre de travaux que je vais vous montrer juste après. Est-ce que ça marche? On a là les dessinateurs, ici les ingénieurs qui nous aident à mettre en place les outils de dessin, ici les neuroscientifiques, ça marche pas. Des étudiants, y compris des collègues dans notre laboratoire de l'université, des médecins et j'ai précisé leur rôle dans ces travaux. Donc, vous voyez ici un petit peu le nombre de personnes impliquées et la variété des compétences. Donc pour introduire mathématiques, je reviens sur ce type de courbe que normalement la majorité d'entre vous connaissent, qu'on appelle des courbes normatives et qu'on trouve par exemple dans les carnets de santé, comme celui-ci, où on voit l'évolution ici de la taille et du poids chez les filles entre 1 an et 18 ans. Et à gauche, on a l'équivalent avant la naissance, qui est une courbe qui représente l'évolution, l'accroissement du poids du fœtus pendant la grossesse et qu'on obtient aujourd'hui en échographie. Ce qui est important, c'est que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces courbes, elles représentent l'évolution moyenne au travers d'une population et le fait qui est ici de l'orange clair, c'est des intervalles de confiance, c'est-à-dire que c'est des variations normales dans la population. Donc, si on regarde ici, par exemple, on a un exemple pour un sujet qui serait suivi en échographie avant la naissance. Et on voit bien que les différents points, le plan de la courbe bleue, ont tendance à s'éloigner de la courbe centrale. Et ça indique que ce fœtus, il a une prise de poids qui est inférieure à ce qui est attendu à cet âge-là. Et ça va être un signe d'appel pour les médecins pour aller faire des investigations plus précises. Donc voilà, c'est pour introduire un peu le rôle de ces courbes normatives. Et donc, notamment, pour pouvoir faire ces courbes normatives, on a besoin de mesurer des choses de façon quantitative, d'aller plus loin que du qualitatif à partir des images qu'on obtient. Alors, chez le fœtus, on peut visualiser le cerveau avec deux grandes techniques d'imagerie. L'échographie sur votre gauche, qui est classique, qui est rapide, qui coûte peu cher comparativement à une IRM. Et en général, sur ces images-là, on fait des mesures en 2D, le périmètre crânien, ce genre de choses. Quand on a une suspicion d'anomalie au stade fœtal, il y a la possibilité de prescrire une IRM. Et donc, sur votre droite, vous voyez une IRM d'un fœtus dans le ventre de sa maman en IRM. Ce type d'imagerie est plus complexe. Il faut mettre la maman dans une IRM, ce qui n'est jamais très agréable. Il n'y a pas forcément beaucoup de place dans les scanners IRM. Mais par contre, on va pouvoir faire une image en 3D et donc des mesures en 3D. Donc, avoir une image 3D, ça va permettre de reconstruire le cerveau en 3D, comme illustré ici, et donc de reproduire, d'étendre les courbes normatives que je vous ai montré tout à l'heure, avec des mesures 3D et des mesures potentiellement de choses assez complexes. Donc ici, ça serait une courbe de à quel point le cerveau d'un fœtus se plisse au premier stade du développement. Donc ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça. Pour faire ce type de courbe, on a besoin de beaucoup de données.
on est en train d'estimer une espèce de trajectoire moyenne qui reprend une population de sujets normaux. Et derrière, il y a des statistiques. Donc, pour avoir des courbes qui sont précises, on a besoin d'avoir une grande quantité de données, ce qui n'est absolument pas trivial avec les IRM. Et donc, ça, c'est voilà, le point principal de ma présentation d'aujourd'hui. C'est cette collaboration qu'on a mise en place depuis maintenant plus de 10 ans avec 3 services de la BHM, qui sont le service de neuroradiologie, professeur Girard, le service de neurologie pédiatrique, CEMIL, qu'on a vu ce matin, et le service obstétrique avec Florence Potter. Et donc là, ce qu'on allait faire pour avoir accès à des données, à une quantité de données suffisante pour pouvoir faire cette étude qu'on avait en tête, c'est de récupérer toutes ces IRM qui ont été acquises dans le cadre du soin clinique depuis des années. La Timone, c'est un des premiers centres au monde à avoir fait l'IRM fétale. Et donc, on a récupéré toutes ces données qui ont servi aux soins, mais n'avaient plus d'intérêt pour le patient. Il n'y a aucun, ici, dans tout ce que je viens de dire, il n'y a aucun impact sur la prise en charge des fœtus aujourd'hui, mais vous allez comprendre la perspective. Et donc, quand on regarde de plus près ces 1600 IRM acquises depuis 15 ans, ben on arrive à sortir presque 400 IRM pour lesquels il n'y avait en fait aucune anomalie, c'est-à-dire que la suspicion a été infirmée par l'examen, et pour lesquels on sait aussi, par le service obstétrique et neuroradiologique, que ces fœtus en fait, avaient toutes les raisons d'aller bien. Donc, on peut se servir de cette population-là pour estimer des trajectoires, des courbes normatives, comme j'ai montré tout à l'heure. Pour ça, il y a juste un petit problème, c'est que ces IRM, elles sont particulièrement difficiles à traiter. Quand je dis on peut extraire des mesures en 3D, oui, à la condition qu'on mette en place les bons outils. Donc ici, j'ai mis le mot intelligence artificielle, mais ce n'est pas non plus celle de Elon Musk. Et surtout, ça représente 3 à 4 ans de travail pour obtenir ce que vous voyez là, c'est-à-dire que maintenant, on est capable de séparer les différents tissus, on est capable de colorier, comme disait Jean Pétier, ces IRM avec une bonne précision et à n'importe quel âge. Vous voyez ici déjà l'évolution de la forme du cerveau et du cortex en particulier, qui est la bande en vert foncé. Donc voilà, maintenant, on a un outil. Je mentionne ici quand même que ces outils sont très récents et qu'on n'aurait pas pu faire ça il y a 10 ans. C'est pour ça que c'est aujourd'hui que ça arrive, ce genre de projet. Voilà, quand on a fait ça, on peut visualiser le cerveau en 3D comme on voit ici. Donc là, il y a un groupe de sujets que j'ai pris de façon arbitraire, et je les ai classés un petit peu, les moins plissés en haut, les plus jeunes en haut, les plus plissés en bas. Et donc ici, vous voyez le type de mesure qu'on fait au niveau individuel. Pour chaque sujet, on peut mesurer voilà, son poids, le poids du cerveau, le poids des différents tissus cérébraux et des mesures de la forme du cerveau maintenant. Voilà, ça c'est le travail de notre postdoc qui travaille avec nous depuis 3 ans. Comme c'était trop facile, on a étendu cette problématique aussi aux IRM néonatales. C'est pour ça que sur les courbes, vous voyez 2 couleurs, les fœtus en rouge et les nouveau-nés en bleu ancien. Donc vous voyez qu'on arrive à peu près 1000 IRM acquis sur 1000 bébés différents. Et vous voyez qu'on peut pour chaque type de structure produire ce type de courbe normative. Donc le cortex, vous voyez, en haut à gauche, substance blanche en bas à gauche, et les structures profondes, etc. Ce que je veux que vous voyez ici en particulier sur cette slide, c'est à quel point on a une continuité entre les IRM acquises avant la naissance et les IRM acquises après la naissance. Vous voyez que pour tous ces tissus-là, on a une continuité, ce qui est assez intuitif. Quand on sort du ventre de sa maman, on n'a pas d'un coup le cerveau qui grossit ou qui diminue. Encore plus, on peut commencer à avoir des choses ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite inflexion. Donc ça, c'est déjà quelque chose de nouveau, de pouvoir étendre les mesures qu'on avait jusque-là en postnatal, de pouvoir les étendre en prénatal. Maintenant, grâce aux mesures en 3D, on peut faire ce genre de choses. Ça, c'est nouveau. On fait une mesure de plissement qui est juste le ratio de une espèce d'enveloppe du cerveau divisé par la surface plissée. Donc ça, c'est une mesure d'à quel point le cerveau est lisse. Et on voit donc que le plissement est immense. Et puis, il y a ici une condition qui est abrupte et qui correspond en fait à la naissance.
Donc, comme on a été intrigué par cette découverte, on a mis en place des méthodes statistiques dont je ne vais pas vous parler en parole, mais on peut mesurer donc, ce saut ici. Et donc, ce qu'on a observé là, c'est qu'en fait, à la naissance, on a un phénomène de plissement du cortex qui est extrêmement fort, puisque ce saut, en fait, il est aussi grand que la moitié du plissement anténatal. Donc ça, c'est un résultat nouveau qu'on essaie de publier. Alors, nouveau, on peut quand même relativiser. Si on regarde les autres tissus, on a ce tissu-ci, là, qui est quand même aussi très différent de ce que je montrais avant. Je mets ici tout est continu. Et ici, ce qu'on voit, c'est la mesure de liquide céphalorachidien, c'est-à-dire le liquide qui entoure le cerveau. Et là, on voit aussi que c'est le bazar, pour faire simple, hein, et qu'il y a quand même... c'est pas du tout continu, il se passe quelque chose d'assez complexe. Et quand on parle avec les médecins de radio, notamment, ils disent, bah, évidemment, t'as qu'à regarder une IRM d'un nouveau-né et d'un fœtus, ce qu'on a fait ici, et évidemment, on avait déjà observé que le liquide est diminué. Donc, c'est vrai. Bon, merci. On n'a pas tout fait ça pour rien, parce que quand même, on le mesure quantitativement maintenant, c'est pas juste qualitatif et visuel. Et deuxièmement, on peut montrer qu'associé à cette réduction de quantité de liquide, on a un accroissement tout à fait massif du plissement. Un petit exemple d'application future, pour l'instant ici, hein, ça reste dans le domaine de la recherche, mais la raison d'être de ces courbes normatives, c'est après d'aller regarder sur des nouveaux sujets, est-ce qu'ils sont dans la courbe moyenne, est-ce que c'est leur mesure permet éventuellement de déceler une anomalie potentielle. Et ça, c'est un peu une preuve de concept avec des IRM de prématurés, grands prématurés pour certains, en jaune. Et vous voyez donc que, eh bien, effectivement, à un âge donné, là, assez précoce, quand on continue de grandir à l'extérieur du nord de Salaman, ben, on a un plissement qui est beaucoup plus prononcé qu'un fœtus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue médical, clinique et développemental? Ben, c'est que le début de l'histoire, c'est ça, on va continuer à travailler dessus dans les années à venir. Voilà, j'avais envie de finir quand même avec une autre perspective qui est l'importance d'avoir recours à d'autres modèles. Et donc ici, ce que je vous montre, c'est les premières images d'un projet qui vient d'être lancé, où là, ce qu'on fait, c'est qu'on acquiert des IRM fétales chez les fœtus de babouin qui est juste le primate le plus gros, donc celui où on peut voir le plus de choses dans une IRM par rapport à l'homme. Et la différence, c'est que cette fois-ci, on va pouvoir scanner ces fœtus de façon répétée le long de la grossesse. Et donc, ici, on va avoir 10 images d'un même individu au cours de sa grossesse. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va pouvoir faire ce genre de courbe-là, où cette fois-ci, vous voyez plus une courbe et puis un intervalle de fonction de vous voyez des courbes différentes. Parce que là, on va pouvoir faire vraiment une courbe qui montre l'évolution au niveau individuel, chaque individu. Donc, on va pouvoir comprendre les différences dans la vitesse de maturation, par exemple, entre les différents individus. Et ça, à terme, on va pouvoir réinjecter ce type d'informations, peut-être pour mieux affiner encore les trajectoires dans les courbes. Voilà, c'est juste un peu des points principaux. Merci pour votre attention.